Chantal, si vous voulez, au nom de la ville d'Orléans, vous dire à qui on accueille. Madame la Présidente, lorsque vous avez proposé à la ville d'accompagner l'organisation de cette très belle manifestation, la ville qui par ailleurs est expérimentatrice de cette démarche de la certification a accepté bien volontiers de travailler avec vous sur le sujet. C'est vrai que c'est pour la ville d'Orléans une expérience particulièrement importante pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que d'abord la ville d'Orléans a toujours été dans la volonté d'aller plus loin, d'expérimenter des domaines nouveaux. Et nous l'avons fait pour la consolidation, à une époque où on travaillait à Bercy sur le champ de la consolidation des comptes. Et expérience que nous avons, nous, perduré chaque année, ne serait-ce que pour y inscrire les engagements au bilan, la conséquence des éléments pluriannuels, des grands contrats, pour lesquels on n'a pas vraiment, M. Laurent, vous l'avez bien rappelé, les supports techniques qui permettent d'en rapporter à la collectivité. C'est tous les problèmes de l'ANES que vous avez abordés, je crois, sur lesquels on pourra revenir, mais c'était simplement vous dire à quel point nous avons souhaité nous associer à la démarche de la certification et nous avons été candidats à la sollicitation qu'avait fait la Cour et que nous avons eu l'honneur d'être retenus parmi les 25 collectivités qui sont dans l'expérimentation. Pour moi, puisque j'y travaille beaucoup avec les services, pour moi ce qui était important, c'était de travailler à travers l'expérimentation sur la transparence financière. Parce que les collectivités, en règle générale, sont collecteurs de l'impôt. Et je ne dirais pas qu'elles sont dans la culture de la dépense, mais enfin, elles doivent d'abord gérer des dépenses, même si vous avez rappelé, gérer les recettes, c'est important aussi, puisqu'on peut en oublier au passage. Et donc, c'est toute cette démarche que nous voulions nous améliorer par un processus d'information meilleur, ça a été dit, par un système informatique mieux adapté, par un développement de la culture de nos équipes. Et c'est ce qu'on voudrait maintenant vous rapporter avec l'expérience que nous en avons menée. Voilà, merci encore de votre présence. Merci. Du sujet qui nous réunit pour cette première table ronde, donc les enseignements à tirer de l'expérimentation. Je vais vous rappeler donc les personnes qui sont présentes ici. Donc M. Martin qui vient de s'exprimer, Mme Emmanuelle Barbereau, qui est directrice des finances pour la ville et la métropole, M. Jean-Marc Verdier pour la direction départementale des finances publiques du Loiret. Voilà. Et Monsieur Jean-Claude Mefta, magistrat financier à la Chambre régionale des comptes de Centre-Val de Loire, et Madame Florence Lebègue, vérificatrice à cette même chambre. Donc, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, là, les enseignements à tirer, tout à l'heure, Monsieur Laurent a parlé de pédagogie, donc on est bien dans ce fil-là. Je souhaiterais poser une question parce que à chaque début d'histoire, finalement, il y a une initiative. Il était une fois pour Orléans. Voilà, donc avant de se lancer dans l'aventure de la certification, pouvez-vous nous dire, Monsieur Martin, ce qui a déterminé la candidature de la ville d'Orléans comme ville expérimentatrice? D'excellente qualité à la ville d'Orléans et à la métropole. Du reste, ce sont des directions qui sont unifiées. C'est-à-dire qu'entre la ville centre et la métropole, c'est la même direction. Donc on a pensé qu'on était... Voilà. Donc on a
pas trop comment ça. Oui. On a des très bons services à la ville. Non, ça, voilà. Mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On s'est dit qu'on pouvait aller plus loin dans cette démarche-là, que ça nous permettrait de nous améliorer encore, notamment de faire participer l'ensemble des services de la collectivité à la démarche. C'est-à-dire d'avoir un élargissement, de comprendre ce qu'était le travail préalable à une démarche de certification. C'est-à-dire une organisation des systèmes la plus efficiente possible, je parle des systèmes d'information bien sûr, l'exhaustivité, enfin la prudence, un ensemble de valeurs, si vous voulez, qui sous-tendent la qualité finale des informations qui sont données au public et aussi, j'allais le dire, aux contribuables. Pour moi qui suis expert comptable et commissaire aux comptes, il y avait évidemment une valeur supplémentaire, parce que je suis vraiment très attaché à la certification. Certification. Voilà, merci. La certification, c'est un moyen d'aller plus loin dans la communication financière vis-à-vis des gens dont nous sommes redevables. Et ce qui m'avait un petit peu surpris lorsque je suis rentré en fonction d'élu à la ville d'Orléans, c'est que finalement on travaillait beaucoup sur le budget, qu'il y avait une documentation budgétaire absolument phénoménale. Et moi, je n'étais pas trop habitué à ça, parce qu'en tant que commissaire des coopératives, des organismes, pour nous, ce qui était le plus important, c'était la restitution. C'est-à-dire d'avoir, à un moment donné, dans l'année, c'est annuel, la possibilité de rendre compte à nos mandants, à nos élus, à nos actionnaires, aux associés des associations, aux mutualistes, de rendre compte du travail effectué en termes financiers et en termes de résultats. Alors le résultat, ce n'est pas forcément, bien sûr, dans les collectivités, les bénéfices, on le sait tous, mais contrairement au domaine public, au domaine privé, c'est bien sûr un ensemble d'éléments qui doivent être restitués. On travaillait sur le budget énormément. Au niveau de l'État, c'est un peu pareil. Le débat, il est budgétaire. C'est ce qu'on va faire, bien sûr. Mais ce qui est au moins aussi important, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait des deniers publics? Qu'est-ce qu'on a fait de la dépense publique? En quoi on a justifié? Bien sûr, il y a eu des délibérations, mais pas seulement. Les a-t-on exécutés ou pas? Les a-t-on menés à leur terme? Avons-nous été des bons comptables, finalement, du mandat que nous avons reçu? Alors, sans être plus long, c'est ce qui, moi, m'a guidé à pousser aussi cette démarche-là en disant, s'il y a certification, il y aura nécessairement restitution annuelle, puisque c'est l'intention. C'est d'avoir une attestation, un rapport, on en parlera cet après-midi. Et s'il y a restitution annuelle, ça sera sur des comptes établis, définitifs. Et à ce moment-là, on aura l'occasion de rendre compte de la gestion. Et ça, c'était un élément de la démarche qui, moi, me paraît nouveau et sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Voilà, je vous remercie. De la démarche, maintenant, après quelques années d'expérimentation, quels enseignements en tirez-vous? J'ai travaillé beaucoup moins que ma voisine, heureusement, sur le sujet. Bon, donc je vais lui laisser la parole, mais ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus, sur ce sujet de la certification. Donc, bon, les grands domaines ont été rappelés par M. Laurent tout à l'heure. Je crois qu'il l'a fait avec beaucoup d'intelligence en disant que c'est à la fois bien sûr des domaines techniques, mais c'est surtout une démarche et l'occasion d'associer dans cette démarche tout le maximum de services possibles. Donc c'est comme ça que nous avons commencé à travailler. On a rencontré aussi quelques difficultés. On a travaillé bien sûr sur les domaines des provisions. Mais là, on avait déjà fait des choses. Donc, Mme Barbero pourra vous dire ce qu'on fait en termes de revue de provisions, par exemple. On a travaillé, bien sûr, sur les rattachements. Mais là aussi, on était assez cadré, vous l'avez dit, sur les rattachements. Enfin, je pense qu'il y a toujours un peu de dérapage, mais
pas trop. Je pense que ça, c'était assez c'était clair. Par contre, on a beaucoup souffert, on souffre beaucoup sur les actifs. Là, on est mort. On a beaucoup de mal parce que il n'y a pas la culture comptable de l'amortissement qui, dans la comptabilité privée, procure des économies d'impôts dans le but de faire les renouvellements futurs. Vous êtes tous des professionnels dans la salle, donc vous voyez parfaitement de quoi je parle. Dans la comptabilité publique, l'amortissement n'apporte pas d'avantages supplémentaires. Et peut-être faudrait-il, alors je ne dis pas, l'État, on sait bien, État pécunieux, hein, mais faudrait-il encore réfléchir à l'intérêt d'avoir une politique d'amortissement qui soit efficace, efficiente, si vous voulez, de façon quand même que ça incite à avoir une politique de l'actif. Alors, dans les actifs, il n'y a pas que les actifs, les actifs réels, les actifs corporels. Il y a aussi beaucoup d'autres actifs, on en parlera peut-être plus loin, mais il y a tous les titres de participation qui sont des vastes sujets dans les collectivités qui ont avec elles, autour d'elles, des SEM. Il y a aussi tout le périmètre, etc. J'y reviendrai. Mais là-dessus, on est en plein travail, c'est ça. Et bon, on s'aperçoit que c'est pas un sujet très facile. C'est pas un sujet facile sur l'entrée de l'actif. C'est encore plus difficile sur les sorties d'actifs. C'est-à-dire sur les mises au rebut, sur l'inventaire un petit peu permanent, mais on ne va pas aller compter chaque année les choses. C'est difficile aussi sur la notion d'importance relative. Parce qu'est-ce qu'on a besoin de tout compter? Puisque de toute façon, on sait qu'un ordinateur, dès qu'il est rentré, il ne vaut plus rien. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de compter des éléments d'actifs qui, finalement, ne valent rien? Donc, toutes ces questions, c'est vrai que c'est l'occasion de se les poser pour dire, essayons bien sûr d'aller vers la comptabilité des actifs, etc., ce que vous avez rappelé. Moi, mon souci, c'est essayons de simplifier. Je dirais que si on doit aller vers une certification qui complique, qui alourdit, qui crée des jobs, voilà, ça c'est le côté. Est-ce que c'est bien la direction qu'on veut donner, quoi, hein, ou est-ce qu'au contraire on veut améliorer notre transparence, améliorer nos systèmes, profiter d'une informatique qui va plus vite, qui va mieux, qui est mieux partagée entre les services, avoir plus de workflow pour faire circuler l'information, etc. On est déjà dans la technique. Et dans le même temps, simplifier les processus, quoi. Et ça, je crois que c'est un sujet que nous, on se pose un petit peu en permanence. Voilà, je donne la parole à Madame Barbero. Madame Barbero, oui, votre retour d'expérience. Parce qu'elle est vraiment sur le terrain pour tout ça. Je ne suis pas seule sur le terrain. Sur cette démarche d'expérimentation, effectivement, tous les objectifs ont été rappelés, toute la motivation qu'on avait a été rappelée aussi. Moi, vraiment le retour d'expérience, le sentiment que ça me laisse, c'est que finalement, le contrôle interne pour les collectivités, c'est un peu comme la prose pour M. Jourdain, elles en font sans le savoir. Et vous disiez très justement qu'elles ne le disent pas assez, qu'elles ne le formalisent pas assez, mais ce serait une aberration de penser que rien n'est contrôlé, que tout le monde dépense n'importe quoi, n'importe comment, et c'était vraiment pas le sujet. L'idée, c'était de dire comment on peut vraiment formaliser tous les contrôles qu'on fait déjà, quels contrôles supplémentaires on peut introduire pour, à toute fin, maîtriser les risques auxquels la collectivité est exposée dans ses processus comptables. Donc une fois qu'on a dit ça, ça paraît assez simple, mais la vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est que là où dans une entreprise, on va identifier 4, 5, 10 processus comptables, dans une collectivité, il y a 200 métiers et presque autant de processus que de métiers. Et c'est là où la cartographie, l'identification des risques s'avère extrêmement complexe. Et c'est là où il faut faire les efforts. Et c'est là où il faut effectivement diffuser la culture du contrôle interne et s'appuyer sur les ressources très opérationnelles qui sont depuis quelques années bien habituées à la culture budgétaire, à la logique budgétaire, mais qui passent un peu parfois à côté effectivement de la comptabilité et des comptes qui seront présentés. Pour moi, c'est un des enjeux majeurs.
beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement et surtout permettre aux gens d'identifier le contrôle interne non pas comme un frein, mais comme un levier de la performance budgétaire et comptable pour toujours gagner en efficacité et s'éviter des tâches répétitives et qui s'avèrent finalement, alors je n'irai pas jusqu'à dire inutiles, mais en tout cas pas forcément placées au bon endroit. L'allocation des ressources, quand elles sont contraintes, c'est un sujet pour moi qui est majeur. Et les ressources, ce sont aussi les ressources humaines. Et le contrôle interne ne peut pas reposer sur la seule fonction financière parce que ce serait une erreur de considérer que c'est le seul apanage des comptables, pour le dire de manière un peu rapide. Et puis évidemment, la certification de l'expérimentation, c'est aussi la démonstration qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Heureusement, je ne suis pas seule, il y a beaucoup de mes collègues qui sont dans la salle. Beaucoup de formalisation, beaucoup de réflexion et notamment beaucoup d'expérience et d'idées, même je dirais, à apporter aux conclusions de cette expérimentation pour permettre une certification, alors j'allais dire presque à moindre coût. Il faudra quand même payer les commissaires aux comptes, mais voilà, qui demande le moins d'efforts possible parce que c'est à ce prix-là qu'on emmènera tout le monde. Voilà, en supprimant un maximum de contraintes. C'est un peu ce que je voulais vous livrer ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Langlais vient de nous rejoindre. Donc, nous vous donnons la parole. Monsieur Langlais est le directeur général des services de la ville d'Orléans et de la métropole. Et de la métropole. Et donc, il était en vacances hier soir encore. Et donc, lorsque, bien sûr, on lui a demandé si on pouvait venir avec les services dans cette réunion, il était plus que très partant. Mais il a dit, je ferai l'effort de revenir. Bon, alors merci, hein, c'est vraiment sympa. Il revient d'Arcachon. Bon, c'est une bonne entrée en matière. Bon, le sujet, c'est les enseignements qu'on peut en tirer. J'ai forcément un peu réfléchi à ce que j'allais dire, parce que j'ai pris le train. J'ai eu le temps. Non, j'ai pensé à 3 points, qui pour moi sont en fait 3 paradoxes finalement dans la démarche, et qui pour moi sont autant d'enseignements. Le premier, c'est qu'en fait, on a lancé cette démarche alors que ça a peut-être déjà été dit, mais on était en plein changement de périmètre. Changement de périmètre budgétaire lié à la mutualisation, lié au transfert de compétences. Et donc une démarche qui est très structurante comme celle-là, alors qu'on était en phase d'instabilité, ça peut paraître un petit peu paradoxal. Et du coup, je me suis dit, le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'on essaye de faire de ce paradoxe finalement une chance, en disant cette expérimentation de certification des comptes, c'est aussi l'occasion d'apporter un cadre structurant, alors qu'on aurait apporté, quoi qu'il arrive, et qu'on avait déjà commencé à apporter, notamment à travers la transposition budgétaire, mais qui, au-delà de cette démarche qui était déjà initiée dans la collectivité, va venir apporter ce cadre, et aussi cette lisibilité, cette fiabilité des comptes, cette qualité des comptes que les citoyens sont en droit d'attendre, et que les changements fréquents de périmètre, finalement, parfois peuvent rendre un peu moins compréhensibles. Et donc, pour moi, c'est un des enseignements, c'est que malgré cette conjoncture qui peut paraître un peu compliquée finalement de changement de périmètre, ça s'avère être une démarche structurante. Le deuxième paradoxe que j'ai relevé, qui est un paradoxe plus qui relève de l'interne de la collectivité, c'est que cette démarche est arrivée aussi au moment où on digérait à peine les effets de la transformation, notamment liés à la fusion des organigrammes entre la ville et l'agglomération transformée en métropole. Et dans cette réorganisation, on a considérablement déconcentré les fonctions support. Ça faisait partie des axes de modernisation interne. Et finalement, engager une démarche de certification des comptes alors même qu'on déconcentre les fonctions support, est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque? Finalement, est-ce que tout ça n'est pas orthogonal? Davantage contrôler, mieux suivre les procédures et en même temps déconcentrer, donc quelque part répartir les responsabilités. Et je me suis dit, deuxième enseignement, c'est la nécessaire formation des professionnels, que ce soit les comptables, les professionnels des marchés publics, l'accompagnement de ces professionnels qui, pour moi, sont une des conditions de réussite, alors qui étaient déjà aussi prévues en gestation, mais qui, quelque part, sont rendues d'autant plus nécessaires que cette certification, cette démarche de certification nous invite à être irréprochables de ce point de vue-là.
Et le troisième paradoxe, qui pour moi est peut-être là encore un peu plus large, c'est celui finalement d'une double injonction. On a d'un côté une injonction, on va dire, qui est très structurante à l'échelle de la collectivité, qui est celle de la simplification. Il faut alléger les procédures, il faut moins de contrôle, il faut simplifier pour rendre tout ça plus fluide. Et en même temps, on se met dans une démarche de certification où on nous demande de mieux contrôler, de vérifier que les procédures sont opérantes, de manière à mieux sécuriser le fonctionnement global de l'administration. Et ça peut paraître comme un paradoxe assez lourd, au point même que ça nécessite une certaine pédagogie dans la communication qu'on peut y faire en interne, laquelle pédagogie est une condition de réussite de la démarche. De mon point de vue, même si à court terme ça peut paraître comme contradictoire, ça ne l'est pas sur le fond, et en tout cas pas à long terme, parce que certifier les comptes et engager une démarche de certification, c'est de nature à produire plus de fluidité à travers une meilleure transparence dans le système d'information, une meilleure qualité des comptes et donc un meilleur partage de cette information. Et donc au final, des rapports professionnels et un fonctionnement de la collectivité plus fluide et efficace. Et donc voilà, pour moi les trois enseignements, c'est une manière un petit peu de surmonter des paradoxes, par-delà ce qui a pu déjà être dit en termes de charge de travail ou autre. Ces paradoxes qui sont des éléments fondamentaux, pour moi, sont riches d'enseignements pour la suite. Merci beaucoup. Le point de vue de monsieur Verdier. Vous voulez intervenir, monsieur Martin? Je voulais à cette occasion remercier monsieur Verdier, parce que c'est lui par qui toutes les dépenses et toutes les recettes passent. Et donc, voilà, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir, dans le principe du contrôle interne, des séparations de fonctions. Et ça, c'est un élément intangible du contrôle interne, que chacun sache ce qu'il a à faire et dans une situation d'indépendance et de contrôle. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'on travaille bien ensemble. Merci. Merci, Monsieur Martin, pour la confiance que vous m'avez témoignée. Alors, ce que je voudrais dire au travers de cette expérience, c'est que je rejoins vraiment le ressenti de Madame Barbero, notamment sur la particularité de la collectivité en matière de cartographie des risques et d'organisation. Elle a évoqué la multiplicité des procédures et des processus. Et je m'en rends compte, moi, en tant que comptable, parce que si je regarde ne serait-ce que le processus de la recette, nous avons une multiplicité de services intervenants dans une collectivité. Nous ne sommes pas comme dans une entreprise où il y a un service qui est chargé de la facturation et tout se rejoint à ce seul service. C'est une des sources de complexité dans la mise en œuvre du contrôle interne et ce qui a été dit par les différents intervenants, donc une grande nécessité de pédagogie pour que chacun des acteurs puisse intégrer ces contraintes qui vont nous permettre d'avoir une fiabilité dans les enregistrements, une sécurité et une totale transparence. Alors, sur le contrôle interne, sur la certification de manière générale, je dirais que c'est une expérience qui est extrêmement positive parce qu'elle est vertueuse et elle est source de progrès collectif. Et ce que je constate, c'est que cette expérience nous permet d'accroître la synergie entre nos services. Les services à la fois des finances, mais aussi les services plus en amont, sur l'opérationnel, sur le service RH, enfin vraiment les services de la collectivité. C'est vraiment extrêmement positif parce que nous travaillons sur les chaînes, enfin sur chacun des processus. Alors, par étape, par touche, au travers de réunions, mais ça nous permet de mieux nous comprendre, de mieux intégrer nos contraintes. Et bien évidemment, ça nous montre que le chantier n'est pas un chantier simple, qu'il nous faut travailler sur le long terme. Alors, c'est aussi donc vecteur de plus de confiance pour réciproque. On se comprend mieux, on s'explique et ça nous permet de mieux comprendre les contraintes des autres, de comprendre les contraintes aussi du comptable, parce que le comptable a toujours sa responsabilité pécuniaire et qui n'est pas un 20 mots. Donc, quand le comptable est parfois un peu exigeant, je crois que les services en perçoivent mieux le pourquoi. Et puis, cette
cette expérience d'expérimentation de la certification nous met en évidence de manière criante les pistes de progrès et bien évidemment c'est le contrôle interne. Et là encore, je rejoins Madame Barbero, on fait du contrôle interne, on en fait forcément, mais on n'est pas assez attentif à sa formalisation. Parce que le sujet est que nous sommes, j'allais dire, nous croulons sous les tâches matérielles, sous le travail au quotidien. Nous avons un souci de bien faire les choses, de respecter les délais. Nous avons des échéances, il faut être dans l'action. Et faire du contrôle interne et faire matérialiser les contrôles que l'on fait, c'est pas toujours dans la culture, et prendre le temps de vraiment faire une analyse des procédures que l'on a mises en place, c'est déjà s'assurer qu'elles sont écrites, ensuite s'assurer qu'elles sont respectées, et puis ensuite tracer ce contrôle que l'on a fait, ça prend du temps. Donc c'est pas un vain mot. Donc je rejoins aussi les préoccupations en matière de coûts. Ça a un coût, la certification et le contrôle interne. Mais il faut le voir sur le long terme. Donc c'est un coût qui est quand même vertueux parce qu'il nous permet de progresser, nous permet d'avoir une meilleure transparence et il nous apporte une grande sécurité. Donc bien évidemment, c'est une expérience très positive. Merci beaucoup. Je me tourne vers les autres partenaires participant donc à cette démarche de certification du côté de la Chambre régionale. Madame Lebecq, tout d'abord. Oui, donc par rapport aux enseignements que je peux en tirer de par ma participation à cette expérimentation, je tirerai 2 enseignements majeurs. Le premier concerne plutôt l'organisation de travail qui a été mise en place, et le second concerne plutôt les collectivités. Concernant l'organisation de travail qui a été mise en place, cette organisation, elle a permis de garantir une égalité de traitement entre toutes les collectivités qui ont participé à cette expérimentation, que ce soit au niveau de la méthode de travail ou que ce soit au niveau des moyens qui ont été alloués pour mener cette expérimentation. Concernant la méthode de travail, si on prend l'exemple des audits ciblés, donc je rappelle un peu les temps forts de cette expérimentation avec en 2017 l'élaboration du diagnostic global d'entrée qui permet schématiquement d'avoir un état des lieux de l'existant, puis la période des audits ciblés que nous sommes en train de mener et qui permet de mener des audits sur les cycles comptables qui ont été identifiés comme étant à risque au niveau du diagnostic global d'entrée. Et enfin, la phase expérimentale, enfin la phase de certification dite à blanc, qui se poursuivra à partir du second semestre 2020. Donc, par rapport aux audits ciblés, chaque audit ciblé donc, a fait l'objet d'un programme de travail élaboré donc, de manière très précise par l'équipe centrale. Ce programme de travail en fait, définissait l'étendue des travaux qui devaient être menés par les équipes d'évaluation et qui permettaient d'avoir une connaissance en fait, très précise à la fois sur le périmètre de l'entité, la nature des états financiers, les systèmes, le déploiement des systèmes du contrôle interne, ou encore la structure des systèmes d'information. Et c'est à partir en fait, de ce programme de travail que les rapports qui ont été réalisés et transmis à l'ordonnateur donc, ont été établis. Donc, il y a vraiment une démarche rigoureuse, très structurée, et du coup, on peut, au niveau des juridictions financières, légitimement se poser la question de l'utilisation de la capitalisation des connaissances et des compétences acquises par les équipes d'évaluation après cette période d'expérimentation. Et on peut même aussi se poser la question de savoir si certaines méthodologies de travail qui ont été utilisées lors de cette phase d'expérimentation ne pourraient pas être transposées éventuellement et en tant que de besoin dans nos contrôles futurs, quand bien même que les missions entre le contrôle de gestion ou la certification des comptes soient différentes. Il y a quand même des similitudes, mais le métier est bien différent.
Donc ça, c'est par rapport donc effectivement à l'organisation du travail. Et le deuxième enseignement, c'est plus par rapport aux collectivités locales, et notamment donc, la ville d'Orléans. Et là, je rebondis aussi sur ce que a dit Madame Barbero. Effectivement, les collectivités font du contrôle interne. Pour autant, il y a encore un long chemin à parcourir jusqu'à l'auditabilité des comptes. Et de ce point de vue, les rapports qui ont été donc réalisés par les équipes d'évaluation, avec comme garant évidemment l'équipe centrale qui garantit la qualité des travaux réalisés et l'homogénéité des travaux qui ont été effectués, eh bien, représente en fait une véritable feuille de route qui permet en fait aux collectivités d'avoir une connaissance très précise sur les chantiers prioritaires à mener. Merci. Alors, j'ai pas l'ambition d'apporter une conclusion, néanmoins, j'avais prévu de vous parler des enseignements à tirer sur 3 versants, mais qui en fait ont tous été plus ou moins abordés par les intervenants. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Les enseignements à tirer pour les collectivités dans l'expérimentation, et je pense aussi celles qui pourraient être amenées à avoir leur compte certifié, c'est l'émergence pour certaines, ou la structuration pour d'autres, on est plutôt dans la structuration sur la ville d'Orléans, d'une fonction qui va émerger dans les prochaines années, qui sera la fonction du contrôle interne, et à faire émerger ou à structurer sur 3 aspects, me semble-t-il. Le premier aspect, c'est un aspect de gouvernance, contrôle interne, à savoir décider des priorités, et je dirais organiser dans un système dans lequel on fait remonter des arbitrages et on a des décisions, la façon, je dirais, dont on définit la stratégie du contrôle interne et de son déploiement. La deuxième dimension à structurer, c'est une dimension plutôt organisationnelle, c'est-à-dire quels sont les moyens et avec quel réseau fait-on fonctionner le contrôle interne. Je ne pense pas que le fait de centraliser le contrôle interne soit forcément la bonne solution, plutôt un travail à organiser en réseau, donc qui suppose de poser une organisation et un cadre. Le troisième point, c'est le management de cette fonction, qui est de la faire vivre de façon à ce qu'elle produise les résultats voulus. Donc ça, c'est pour les collectivités. En ce qui concerne les juridictions financières, ça a été dit par Madame Lebègue, il y a un retour d'expérience à faire pour capitaliser sur ce que globalement on aura appris de cette expérience qui ne se renouvellera pas. C'est une expérimentation, elle aura une fin, et à ce moment-là, il y aura des questions à se poser, je dirais, sur le plan du management des compétences. Et puis, pour les commissaires aux comptes qui vont intervenir dans les collectivités, comme ça a été dit, il y a un aspect à prendre en considération, c'est que d'une part, l'activité des collectivités est fortement encadrée par tout un arsenal législatif et réglementaire qui est quand même largement assez méconnu dans le domaine dans cette profession de commissaire aux comptes, qui ont plutôt l'habitude d'intervenir dans les structures privées. La deuxième, c'est la grande diversité des compétences qui sont exercées par les collectivités, et sachant qu'en plus, il y a différents niveaux de collectivités qui exercent des compétences qui sont totalement différentes. Et il en résulte aussi un très grand morcellement des systèmes d'information. Il n'est pas rare de voir dans des collectivités 250 à 350 applications, parce que chaque métier et parfois même chaque processus a son application. Donc pour moi, ce sont ces 3 enseignements, je dirais,
entre les collectivités et les commissaires aux comptes. Je pense qu'il faudra s'attendre peut-être au début à un choc des cultures, mais il va bien falloir que chacun fasse un pas vers l'autre pour que si l'expérimentation est suivie des faits, on puisse avoir, je dirais, des résultats probants de l'extension de cette expérimentation à un champ d'exercice à taille réelle. Merci. Le temps tourne. Nous voulons réserver un petit peu de quelques minutes à des questions que pourrait poser le public, mais auparavant, Monsieur Martin, vous souhaitiez intervenir. Oui, nous semble, ce qui est important, c'est de maintenir quand même la dualité des contrôles entre la certification de la régularité et de la sincérité des comptes. Autrement dit, les comptes sont une référence solide sur lequel on peut communiquer, et agir, prendre des décisions, etc. De ce qu'est le contrôle d'opportunité de la gestion, car il n'est pas dans le rôle de la certification d'apporter une opportunité, une vision sur l'opportunité des choix de gestion qui ont été faits par la collectivité. Et je crois que c'est excessivement difficile, là c'est en tant que commissaire aux comptes que je m'exprime, on voit très bien que dans nos missions, on ne peut pas mélanger les genres. Si on commence à aller dans le sens de l'opportunité des décisions de gestion qui ont sous-tendu tel et tel contrat ou, voyez-vous, telle ou telle opération, sauf évidemment si ce sont des opérations interdites. C'est-à-dire que c'est la légalité qui nous fait examiner la limite du processus. Mais sinon, le rôle de la certification, c'est bien de savoir si les comptes donnent une image fidèle par rapport à des choix de gestion que nous n'aurions peut-être pas fait, mais qui ne nous appartient pas d'apprécier. Donc ça, c'est un élément important. Je voulais dire à M. Langlais que ce qu'il a fait en termes d'organisation de l'organigramme du contrôle et du contrôle interne qu'on a suivi, c'était formidable, parce qu'il a compris que le contrôle interne devait se décentraliser et qu'il a créé ce qu'on appelle les SAR, c'est-à-dire qui ont été un peu discutés à un moment donné, hein, mais qui sont des services d'administration de la ressource au niveau de chaque direction générale adjointe. Donc il y a combien de directions générales adjointes? Il y en a 6. Et donc il y a à côté de chaque directeur général adjoint un SAR, enfin bon, je sais pas, c'est un service, bon d'accord, peut-être même plus, je sais pas. Et si vous voulez, c'est par là que les messages passent, quoi. Par contre, ce qui nous manque, et vous avez raison de l'avoir dit tout à l'heure, et ça, faut qu'on y travaille, c'est la synthèse. C'est-à-dire que je trouve que d'avoir décentralisé ça, les SAR, c'est bien, mais à un moment donné, le pilotage de la synthèse des différentes actions, parce qu'il y a énormément de métiers, bon, ça a été dit, je ne le rappelle pas, mais c'est vrai qu'on a des logiciels derrière pour beaucoup de choses. Il y a des logiciels qui n'ont pas de conséquences financières. Mais il y a des logiciels qui en ont dans beaucoup de domaines et ça nécessite aussi de les auditer. Donc, troisième élément, vous avez parlé de la formation. Et vous avez fait faire beaucoup de formations à l'occasion de l'organigramme sur le management et les contrôles et l'organisation générale. Et ça, je crois que c'était vraiment indispensable. Juste deux petits messages complémentaires, mais ça rejoint ce qui a été dit. Le premier, c'est qu'en termes d'enseignement, c'est aussi qu'effectivement, il faut qu'il y ait un portage par la direction générale, mais ça paraît tellement évident au vu de tout ce qui a été dit, et pas uniquement effectivement par une approche que financière, même si elle est au cœur, puisqu'on voit que c'est une démarche qui est à la fois très technique, mais très transversale. Et c'est la particularité de cette démarche, c'est que si elle n'est pas comprise comme telle, elle n'est comprise qu'à moitié. Et la deuxième chose, alors c'est peut-être plus une piste ou une réflexion un petit peu ouverte, c'est est-ce qu'il ne serait pas demain opportun d'expérimenter les certifications, alors même si le chapitre sera peut-être clos, mais à l'échelle du bloc local, puisque commune-centre, agglo, métropole, on voit bien déjà que les deux sont complètement indissociablement liés, mais il y a aussi dans la salle des cadres d'autres communes de l'agglomération. Et on voit bien qu'à travers la mutualisation, à travers les transferts de compétences, on est complètement lié sur le plan, sur le plan de la comptabilité notamment, mais pas uniquement, les systèmes d'info, énormément d'interfaces et d'interférences. Et donc au fond, même si ça serait pour le coup une démarche très lourde,
et puis que certaines communes n'ont peut-être pas la, entre guillemets, la strate démographique qui leur confère, on va dire, une comptabilité qui peut aller jusqu'à l'analytique, mais quand même, ça pourrait être une démarche intéressante pour l'avenir que de réfléchir à cette échelle du bloc local. Merci infiniment. Il nous reste un petit peu de temps. Je me tourne vers le maître de cérémonie pour savoir si parmi vous, parmi la salle, quelqu'un souhaite poser une question sur ces riches enseignements. Voilà. Question posée à... Là, on n'entend pas. Oui, mais ça marche. Ça marche ? Ok, merci. Simon Bassic, secrétaire général du département de Seine-et-Marne. J'ai fait un peu de route pour venir écouter ces très très intéressantes discussions sur l'expérimentation. Je voulais réagir et poser une question à M. Mefta par rapport à ce qu'il a dit sur ce que vous avez dit sur le futur possible choc des cultures entre les commissaires aux comptes et les collectivités. Est-ce que dans les scénarios qui avaient été envisagés, ou en tout cas puisque maintenant on se projette en 2023 lorsque le sujet reviendra au législateur à la fin de l'expérimentation, il y aura aussi, en fonction de justement ce qui s'est passé entre 2020 et 2023, une réflexion sur la manière dont les comptes des collectivités, si c'était généralisé, pourraient être certifiés à l'avenir, et si il y avait différents scénarios en fait par rapport à cette certification. Excellente question. Puisqu'en plus, ça permet de faire le teasing pour la table ronde numéro 3 de cet après-midi, qui sera l'occasion justement d'échanger sur la certification et les modes alternatifs de certification ou de présentation des comptes qui pourraient être adaptés. Parce que, par exemple, en ce qui concerne les établissements de santé, on a un seuil qui est fixé à 100 millions d'euros de recettes, au-dessus duquel on a une certification complète, pleine et entière, et en dessous duquel, eh bien, on n'a rien. Et on peut très bien se poser la question de savoir si on ne pourrait pas, tirant les enseignements, je dirais, de cette limite peut-être un peu trop étanche, de savoir si, pour les collectivités et établissements publics locaux, on ne pourrait pas imaginer un panel plus élargi, sachant que de toute manière, alors ça n'est pas abordé dans ce colloque, mais on pourrait très bien imaginer qu'une collectivité, même si elle n'en a pas l'obligation, fasse certifier ses comptes. Rien ne l'interdit. Bon, on n'envisage pas, parce qu'il y a quand même des préalables qui sont extrêmement importants à remplir, mais on pourrait très bien imaginer, d'une part, une montée en puissance graduelle avec des solutions différentes en fonction des strates ou de l'importance des flux. Et je pense aussi, alors sans forcément déflorer le thème de la troisième table ronde, qu'il s'agit d'un projet de longue haleine de toute manière, et que 2023 sera un moment important, sera un jalon qui donnera l'accord pour un départ ou non, mais ça sera, je pense, le début d'une aventure, si on peut dire ça comme ça, qui sera sans doute assez longue, et je pense qu'un certain nombre d'entre nous seront déjà depuis longtemps sortis, je dirais, de l'exercice professionnel quand les premières vagues de certification arriveront réellement. Nous avons une deuxième question, monsieur. Oui, bonjour à tous et à toutes. Olivier Nioche, donc président de l'Ordre des experts comptables, par ailleurs expert comptable et commissaire aux comptes. Et monsieur Mefta, donc on avait eu l'occasion d'échanger sur le commissaire aux comptes et aussi le rôle de l'expert comptable. Je ne veux pas anticiper sur la table ronde qui aura lieu cet après-midi. Pour autant, quand vous parliez d'arsenal et de méconnaissance du commissaire aux comptes par rapport à ces structures, donc collectivités locales,
j'aurais 3 observations. La première, c'est que ça reste une organisation. Une organisation, certes, avec beaucoup de métiers, mais avec un système d'information, malgré tout, que l'on rencontre dans toute organisation, et de plus en plus dans les collectivités locales, au travers de ce qu'on peut voir, bien ça, il y a une convergence entre ce qui existe dans le privé et ce qui existe dans le public. C'est un système d'information avec un contrôle interne, et malgré tout également avec un système d'information, système IT, où, comme dans les organisations privées, on aura des audits IT à réaliser, bien évidemment, pour sécuriser. L'autre chose, c'est que ce n'est pas complètement nouveau, non plus tant pour l'expert comptable que pour le commissaire aux comptes, puisque, on en reparlera encore une fois cet après-midi, mais nous intervenons déjà, depuis un certain nombre d'années, dans les organisations publiques que sont les hôpitaux. Les hôpitaux, et où on aura l'occasion de témoigner, puisqu'on va bientôt arriver à la première vague, à la fin de notre mandat qui était pour 6 ans, dans un an, en renouvellement de la mission. Donc on peut témoigner aussi sur ce partage d'expérience et la façon dont on est intervenu en tant que soit expert comptable, dans la phase de diagnostic, ou de pré-diagnostic à la certification dans les hôpitaux. C'est un gros chantier, un gros travail. Donc voilà, c'était, encore une fois on y reviendra, mais c'était pour vous dire qu'il n'y a pas une méconnaissance, et c'est pas le jour et la nuit entre le privé et le public. Je pense que vous en êtes tous d'accord. Nous prenons une dernière rapide question. Oui. Charles-Éric Lemaignan, ancien président de la métropole et premier vice-président de l'Assemblée des communautés de France. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu 2 objectifs fondamentaux. Le budgétaire, faire en sorte qu'on soit transparent par rapport aux concitoyens, et deuxièmement, la simplification. Et comment on fait pour mixer les deux, c'est pas gagné. Michel Martin a insisté sur ce point, et Philippe Laurent l'avait fait également. Et dans un contexte où il y a beaucoup de processus, on a rappelé qu'il y a plus de 200 métiers dans une collectivité locale, et chaque métier a son propre processus. Dans ce contexte, première question, est-ce qu'il y a eu un mix des différentes démarches entre la qualité, la démarche d'évaluation et la certification? Et puis deuxièmement, ce qui me semble essentiel, c'est que si on veut simplifier, je suis convaincu que comme pour la démarche qualité, où il faut dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit et pouvoir le prouver, si on associe les agents de base, la secrétaire de base ou le comptable de base, c'est ça qui permet de simplifier les choses. 80% des simplifications, ça provient de celui qui est à la base et qui dit mais ça, ce que je fais, ça sert à rien. Et donc, comment est-ce que vous avez associé donc les personnels pour pouvoir simplifier les process? Peut-être, évidemment, le rêve absolu dans la démarche de certification, c'est d'avoir en même temps un système qualité qui fonctionne. Ça, tu as 1000 fois raison. Parce que le système qualité, il est destiné à améliorer en permanence les choses. Ce n'est pas un système simplement de contrôle au sens du contrôle sensorial, mais c'est un système du contrôle dans le sens j'améliore la performance de mon travail au quotidien. Et donc, parce que ça satisfait mon client. Le client peut être un client extérieur qui achète, mais peut être aussi les familles qui reçoivent des prestations de restauration scolaire, des prestations de diverses natures. À mon avis, tel que je le vois, les processus qualité dans les collectivités sont quand même relativement en retard. C'est-à-dire qu'on l'a abordé, enfin on est là pour faire l'état des lieux. On l'a abordé à différentes reprises et on a certifié des services ou des... Mais de là, on est d'accord Mais de là à être allé vers la certification totale de la qualité, généralement ça n'a pas été fait. Donc lorsqu'on n'a pas la certification qualité comme fondement, c'est vrai qu'on part de plus loin, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez dit, madame, qu'il fallait vraiment reprendre les choses un peu à la base. Vous l'avez dit aussi, on n'a pas de système écrit ou pas suffisamment.
Donc si on n'a pas de système véhiculaire de tout ça, c'est compliqué, quoi. L'écriture, ça n'a pas toutes les vertus non plus, parce qu'on sait très bien que on écrit des procédures, mais elles ne sont pas lues. Alors, c'est pas évident non plus. Comment ? Elles se périment aussi très vite. Hein, donc c'est le problème des normes qui rendent beaucoup de gens anormaux. Enfin, je passe là-dessus. Mais si vous voulez, c'est compliqué. Voilà. Ce que je veux dire, moi, ce qui me paraît le plus important, c'est effectivement de former en continu les équipes, mais de mettre le contrôle interne comme un axe de formation majeur. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire mieux, je pense. On l'a déjà beaucoup fait, mais on le fait au quotidien. Peut-être vous voulez dire un mot, Madame Barbero, mais ça, on le fait, Charles-Éric, de plus en plus. En fait, on donne des primes au contrôle. 10 contrôles effectués, 10 €. Non, blague à part, il y a quand même un dispositif de formation au travers du système d'information financier qui est assez pointu. Il y a des formations très régulièrement qui associent beaucoup de nos collègues et les équipes. Et aussi, même si j'ai une terminologie qui n'est pas mienne, le comptable de base ou la secrétaire de base. Et ce qu'on cherche à faire, c'est aussi à les laisser raconter leur mode de faire, la façon dont ils exécutent leur mission, et d'identifier là où ils font bien et de valoriser là où ils font bien. Plutôt que de dire, bah, tu vois, ça sert à rien, on va chercher plutôt à identifier ce qui est très utile, qui est fait par le comptable dans le service ou par la secrétaire, et qu'on va se dispenser, nous, de faire plus en aval dans la chaîne, et pouvoir se concentrer sur d'autres contrôles. Tout ça, c'est une question d'allocation de ressources et d'efforts. Et donc il faut, pour ça, pouvoir identifier qui fait quoi, à quel moment de la chaîne, et valider. Merci infiniment. Les débats sont riches. Voilà. On arrête les alors. échanges passionnants, et nous sommes tenus d'arrêter. Le temps tourne. Nous avons une petite pause, je crois, prévue pour le moment.